pourquoi 7 pour les paires? Pourquoi c'est un multiple de 7? Parce qu'il y a eu sur Twitter et sur IRC plein de spéculations autour du caractère magique du nombre, du rapport avec l'hexagone, avec une paire au centre et 6 sur les côtés. On a fait appel aux Illuminati, aux Atlantes, mais on n'a pas trouvé. Alors, j'ai pas l'explication de l'Illuminati ou l'Atlante. Pour moi, la seule que je connais, alors je suis pas sûr qu'elle soit vraie, c'était la plus compacte. C'était l'hexagone centré. On mettait 6 fils en forme d'hexagone, plus un au centre. C'était le plus dense de cette paire. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais c'est quasiment une spécificité française. Mais bon, ça c'est pas. Les hexagones sont peut-être différents à l'étranger. Ils doivent être différents à l'étranger. Mais pour l'anecdote, ça a des conséquences énormes, cette histoire de 7. Bon, déjà, c'est une spécificité française. Donc, tous les câbles ensuite sont des câbles français, spécification France Télécom, même maintenant. Bon, c'est pas trop grave, si on sait faire du 7, on sait faire du 8, on sait faire tout ça. Pas trop compliqué, mais par contre, ça a un énorme impact sur la fibre. Bon, là, ça serait rentrer dans les détails un peu trop techniques, mais la fibre, je n'ai pas dit que les câbles que je vous ai présentés, en général, c'est des modules de 12. Dans une même gaine, on met 12 fibres ou on en met 6. Le choix qui a été fait par France Télécom, Orange, c'est 6 actuellement pour desservir. Là aussi, c'est une spécificité française. 6, non, c'est moins spécifique que le 7, mais par exemple, France Télécom a demandé 8 en Espagne, au même fournisseur ACOM. Donc en France, il demande 6, en Espagne, il demande 8. Comme ça, on ne voit pas trop pourquoi. Mais comme les PC font 7, si vous êtes un ingénieriste et qui voulez vous simplifier la vie, vous dites, j'ai un PC avec 7 lignes clients. Si je mets un câble avec 6 fibres, je risque d'avoir des chances que les 7 paires soient occupées et quand je serai à 100%, mon câble ne soit pas assez gros. Si j'en mets 2, par contre, je mets 12 fibres pour 7 clients, c'est trop surdimensionné. Si on a mis par exemple des choix des modules de fibres avec 8 fibres, ce qui est logique, c'est une puissance de 2, c'est plus simple, on mettrait un module de 8 fibres en face d'un PC de 7 paires, on est sûr qu'on reprend tous les clients, qu'on a même une fibre de manœuvre. Mais ce n'est pas le choix qui a été retenu jusqu'à présent en France. C'est le choix qu'on voudrait proposer, notamment dans RFC. Donc même cette anecdote du 7 peut avoir des conséquences plus ou moins lourdes, et actuellement on a retenu du 6. Donc on passe son temps à faire du piquetage, ce qu'on appelle à repérer le nombre de clients, faire du dimensionnement au plus juste, tout ça, ça coûte de l'argent. Si on avait mis 8 fibres au lieu de 6, vous avez vu que la fibre coûte quasiment rien, on aurait pu éviter toute cette phase d'étude, voire même de risque dans le futur sur un taux d'occupation. Oui. L'autre question que je voulais poser, là, quand je me suis fait reprendre derrière, que non, il ne faut pas interrompre la conférence, c'était à propos du tableau qui comparait les différentes technologies avec des flèches rouges et vertes qui montaient et qui descendaient. Il y avait une affirmation comme quoi le cuivre avait un débit montant très mauvais. Alors, je ne comprends pas en quoi c'est lié au cuivre. C'est lié à ADSL, oui, ça c'est sûr. ADSL est asymétrique, mais ça n'a rien de spécifique au cuivre. On peut faire du symétrique sur du cuivre, ou alors il y a une raison technique qui fait que c'est particulièrement adapté au cuivre, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un choix complètement moitié business, moitié politique, et que c'est pas du tout lié au médium physique du cuivre. Alors la réponse, alors je sais pas où je l'ai mis, c'était bien avant. Ah, voilà. Ça, oui. Donc la réponse, elle est un petit peu double. C'est comme on voulait pallier aux difficultés du cuivre, l'atténuation, qu'on avait une certaine bande de fréquence. Donc que ce soit descendant ou remontant, une certaine bande de fréquence utilisable, quelle que soit quand on est à une certaine distance. Je n'ai pas repris le schéma. Donc il y avait un choix à faire en disant il y a un certain débit descendant plus remontant utilisable, pour faire simple. Et donc après on fait le choix, soit je favorise le descendant et je défavorise le remontant, ça c'est la DSL. Il y a une autre technologie, un autre choix technique qui s'appelle le SDSL, utilisé pour le monde entreprise, où là le débit est symétrique. Donc effectivement on sait faire du débit symétrique, mais la conséquence de ça c'est que le SDSL, on dépasse guère 2 mégabits sur une paire et avec une distance relativement courte. Donc on aurait pu faire du symétrique sur le cuivre, mais on aurait eu encore plus de problèmes de portée, parce qu'on a laissé certaines bandes de très bonne qualité pour aller plus loin, pour le débit descendant. On a sacrifié le débit remontant, et on a pu comme ça déployer du haut débit avec plus de pénétration. Je ne suis pas sûr que si on avait fait que du symétrique,
du 2 ou 3 mégabits, peut-être qu'on aurait saturé beaucoup plus vite, on peut peut-être passer à la fibre plus vite. Ça, voilà. Ça, je ne peux pas refaire l'histoire. C'est ce qu'on faisait sur les modems et sur RNIS, où pourtant le débit total était beaucoup plus faible, et on faisait quand même du symétrique. Mais c'est ce que j'ai dit à l'anecdote, c'est que c'est vraiment un hasard de l'histoire. On aurait très bien pu faire du symétrique, on n'aurait pas pu faire du 20 ou 30 mégabits en faisant du débit symétrique, quoi. Et quelle est la raison technique qui fait que justement si on a 20 mégabits par seconde en tout, quelle est la raison technique qui fait qu'on peut avoir 20 plus 512K en ADSL et par contre 2 plus 2 en SDSL? C'est pas intuitif. On n'a pas 20 plus, on a 20 plus, même pas 1 en ADSL de plus. Enfin, donc 21 en tout, et donc voilà. si on faisait du symétrique, intuitivement, on aurait envie de dire que ça ferait donc 10 mégabits par seconde dans chaque sens. Qu'est-ce qui fait que c'est pas vrai? C'est une bonne question. Déjà, on a ces débits-là, mais à une certaine distance. Quand on fait du SDSL, on veut garantir le débit. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus près. Donc quand je veux dire... excusez-moi, c'est pour avoir une meilleure portée à toujours le même débit. Quand on a la DSL de plus, on a le 20 mégabits, mais qu'à une certaine distance. Donc on a des bonnes fréquences. Et on en profite qu'à une certaine distance. Vous êtes à 2 ou 3 km, ça a déjà chuté fortement. À 2-3 km, vous avez même plus que vous avez 2 ou 3 mégabits, quoi. Mais à distance équivalente, pourquoi est-ce que le SDSL ne fournit pas une capacité totale équivalente à celle de la DSL? Là, il faudra que je recreuse un petit peu mes fiches. J'ai pas la réponse en tout ça, en tout cas comme ça aussi immédiate. C'est une bonne question en tout cas, mais là, il faut que je la creuse. Mais en tout cas, en SDSL, je sais qu'on a été limité à 2 mégabits. On a changé de technologie, on va jusqu'à du 5 mégabits. On a fait EFM, Ethernet First Mile, mais pourquoi on est... Alors peut-être qu'aussi le SDSL, on avait des bandes de fréquences plus faibles. Je crois qu'on était resté limité à quelques mégahertz. Bon, il faut que je regarde aussi la norme en tant que telle. Quelle fréquence elle utilisait, quelles étaient les limitations. Peut-être qu'il y avait aussi des contraintes différentes, je ne sais pas, de résistance aux perturbations. Il faut vraiment que je regarde dans les détails. Et c'est vrai que quand on fait la somme comme ça entre les bandes de fréquences, c'est pas immédiatement logique, quoi. C'est possible qu'il y ait des problèmes liés à la physique des câbles, qu'il faut sûrement beaucoup plus protéger quand il y a des débits remontants forts. Là, il faut vraiment regarder comment a été fait la norme, qu'est-ce qui a été discuté, quels sont les problèmes techniques. C'est vraiment des problèmes liés par exemple à la diaphonie, perturbation entre pairs dans un torrent, qui a sûrement été retenu avec des choix limitatifs pour s'en protéger, en limitant sûrement le débit, en mettant des codes de protection, en faisant différentes choses, ou en mettant plutôt des plages de fréquences plus, comment je veux dire, avec la puissance d'émission plus faible pour éviter ces perturbations. Donc si on émet plus faiblement, peut-être qu'aussi on a moins de débit. Donc là, on pourrait regarder, je pourrais essayer de regarder du coup la norme SDSL, quoi. Et j'avoue que comme je me suis beaucoup préoccupé du grand public, j'ai très très peu regardé le SDSL, quoi. Alors, je suis très content d'être venu parce que je suis arrivé avec deux certitudes. La première, c'était le déploiement de la fibre, ça coûte très cher. Et pire encore, ma deuxième certitude, c'était la fibre, ça sert à rien. Donc, j'ai considérablement changé mon point de vue, mais ça m'amène une question qui est du coup pire que que ce que j'imaginais avant d'arriver. C'est du coup, vous établissez avec tous les arguments qui vont bien que, au moins économiquement, c'est une opportunité extraordinaire. Pourquoi on n'a pas plus d'acteurs aujourd'hui pour s'engouffrer dans ce genre de projet et faire qu'effectivement ça décoince? Tu veux répondre, Yvan, ou tu veux? Sans avoir la réponse à cette question précise, j'imagine que ça tourne autour de deux choses qu'on connaît bien. La première, indépendamment du caractère psychologique qui a été évoqué sur cette histoire de courbe du changement qui n'est pas nouvelle, hein. Il y a tout simplement le fait qu'il y a, et pas que dans le domaine des télécoms, des situations de rente. Voilà. Donc
je pense que ça a peut-être à voir avec ça. Et puis l'autre partie, c'est ce qu'a évoqué Joël tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation de blocage parce que tous les acteurs se regardent en chien de faïence à essayer de savoir comment plutôt torpiller l'autre plutôt que d'essayer de faire en sorte que les choses avancent. Et donc il n'y a pas de travail commun et collaboratif. On est loin de la philosophie de l'Internet. Voilà. On est plutôt dans une situation où, d'ailleurs on l'a vu pendant ces dernières années, je crois que le métier le plus rentable, enfin l'un des métiers les plus rentables connus, c'est celui, je ne pense pas de mal d'eux par ailleurs, de juriste. Et je crois qu'ils ont eu l'occasion ces dernières années, les opérateurs, de s'envoyer force amabilité par le biais de leurs avocats. Donc j'imagine qu'il y a peut-être une relation de cause à effet entre ces trois éléments que je cite. Mais c'est en train de se débloquer la situation. En tout cas, on l'a vu au niveau du grand public. Alors moi, je suis très end user base et grand public. On est passé du stade, concrètement, simplement, indépendamment des offres, des effets d'annonce dans le métro avec les grandes affiches, on est passé du stade où c'était complètement impossible, où on allait tous mourir, ce genre de choses, etc. Ça coûtait trop cher, enfin j'en passe des meilleurs. Curieusement, depuis mai-juin, ce qui était impossible, on est arrivé à 100 mégas, puis après on est passé à 200 MB. Maintenant, ils font des offres à 300 MB. Alors évidemment, il y en a un qui s'est énervé en disant, puisque c'est comme ça, moi, ce sera 1 giga. Donc maintenant, il y en a un deuxième qui a dit, ah mais attends, moi aussi, si tu fais du giga, je vais faire du giga. Bon, donc finalement, tout ça, c'était un faux problème. Alors, sur le site RFC, vous trouverez justement l'analyse du 1er octobre, où il y a eu toutes les annonces. Il y a eu l'annonce de la 4G de Bouygues, l'annonce du VDSL2 qui est passé du coup presque inaperçu, puis surtout même la 4G de Bouygues qui est passée inaperçue, et l'annonce de Free, et avec SFR qui a rebondi derrière en annonçant le 1 giga, et du coup plus personne ne parlait quasiment de la communication de Bouygues. Donc c'est un jeu dont le premier levier, c'est ce que disait Yvan Mességuet, le premier levier qui fait bouger les acteurs, c'est la concurrence. C'est même pas le levier financier. Quand vous êtes dans une situation établie, dans une situation de rente, vous ne rêvez que d'une chose, c'est que vous deveniez un monopole, vous preniez le pas sur votre concurrent. C'est ce qu'on vit depuis plusieurs années. Alors, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est comme ça que j'ai analysé la stratégie d'Orange, des différents acteurs, et qu'ils ont très très bien joué. Et notamment, si vous regardez objectivement actuellement, SFR est mal en point, Bouygues est mal en point, Free est un peu lié avec Orange, donc il ne fait plus aucune communication, alors qu'il a été un troublion et s'affronter Orange il y a quelques années, il ne contre plus jamais Orange. Donc Orange, finalement, on l'aime ou qu'on n'aime pas, a bien joué dans le jeu de situation et se retrouve avec une concurrence fortement affaiblie. Et quand on a une concurrence affaiblie, maintenant on peut lancer le sprint. Moi, c'est l'analogie que je faisais il y a 2-3 ans pour expliquer le jeu d'acteur, c'est la course de vitesse cycliste. La course de vitesse cycliste, vous faites tous du surplace. Vous attendez que un démarre, et s'il démarre, il se fait avoir. Donc globalement, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que maintenant, et je pense que c'est ce que disait Yvan, on commence à avoir le top départ, on commence à tester, et je pense qu'Orange, objectivement, va lancer le top départ, et qu'ensuite ça va embrayer. Mais il n'y a pas qu'Orange, je n'ai pas eu le temps de présenter, mais il y a aussi surtout le rôle des collectivités territoriales en France, et notamment des acteurs aussi locaux, ou même des acteurs associatifs de la galaxie des FDN. Il n'y a pas que les gros opérateurs qui peuvent déployer des réseaux. Il y a les collectivités qui vont le faire. Elles ont le droit depuis 2004. Et elles sont en train de le faire. Et ça va apporter énormément de choses. Elles n'ont rien à faire de la rente. Elles n'ont pas de rente. Si elles déploient l'infrastructure, elles n'ont rien à protéger avant. S'il y a un opérateur qui vient pour faire des offres de gros, le niveau que je peux appeler location des fibres en passif ou en activé, c'est un acteur nouveau. Donc ça, c'est une mesure, un levier énorme pour faire bouger les choses. Donc c'est ce que j'ai présenté il y a presque 2 ans. Vous le trouverez aussi sur le site RFC, je vous ai mis les liens, notamment la présentation faite à Valence le 3 juillet 2013, avec l'appel de Valence en disant non, si les collectivités le veulent, elles ont tout à fait les moyens de lancer la course, de donner le top départ, et de créer finalement une activité que la première fois, avec l'argent public, on fait de l'argent. C'est-à-dire qu'elles investissent dans le réseau pour le lancer, après elles le revendent ou elles le louent, mais à la fin, elles ont plus d'argent qu'elles n'avaient au départ. Et ça, vous avez dès à présent la possibilité, mais c'est vraiment lié à un jeu d'acteurs. Et la principale compréhension de l'attentisme actuellement, c'est comme la course cycliste, c'est que le plus imposant, le plus gros, vous les contrôlez quand est-ce qu'il y aurait le top départ. Ça tombe bien, je voulais enchaîner avec 2 questions qui tombent exactement avec ce qui vient d'être évoqué. On parlait du fait que Orange allait peut-être reprendre du poil de la bête avec ces histoires,
parce que y a la collaboration avec Free, etc. Vous disiez que les usages et les services fournis par les opérateurs devraient être ce qu'on regarde plus que le débit. Quand je vois aujourd'hui justement les services fournis par Orange qui sont objectivement tout pourris sur leur ADSL, c'est leur box qui marche quand elle veut, qui fournit de la VOD sans sous-titres, qui fournit pas de Blu-ray, ou alors faut l'acheter, mais alors qu'on loue la box et que le Blu-ray on le met dans la box, c'est du non-sens. Donc c'est quand même pas super rassurant non plus de ce côté-là. Les services évoluent pas trop dans ce que fournit l'opérateur aujourd'hui. Alors ça me fait deux remarques, mais ça explique aussi pourquoi certains ne veulent pas bouger, parce que certains ont plus de difficultés que d'autres à aller vite. Donc Orange, notamment, peut-être à cause de ces box. Je pourrais donner une anecdote qui ne coûte pas cher. C'est en 2008, ils devaient décider si on mettait un chipset VDSL2 dans la box. En 2008, il y a aussi une vidéo que vous pourrez retrouver sûrement, qu'ils annonçaient que leur future box allait avoir un lecteur Blu-ray, allait avoir tout ça. Mais c'était l'annonce en 2008. Le chipset VDSL2 serait coûté 3 € de plus de le mettre. Ils ne l'ont pas mis. Maintenant, il n'y a que les dernières box qui ont le chipset VDSL2 et Free, paradoxalement, a pris de l'avancée sur le VDSL2 qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc cette question de la box, je ne fais pas de comparaison sur la qualité, même si j'ai eu des soucis avec ma box, mais ça c'est autre chose, box Orange. Mais je vais embrayer là-dessus en disant, si les acteurs ont aussi peur, c'est parce qu'ils comprennent que ça va très très vite. Ce n'est plus forcément des gens qui comprennent le réseau qui sont à la tête de ces entreprises. Ça c'est presque plus grave qu'autre chose. Et si j'ai dit qu'il y a autant de mythes et autant de fausses assertions, c'est que plus personne ne doit leur dire en interne qu'ils disent des bêtises. Ou alors, je pense plutôt qu'on leur dit qu'ils disent des bêtises et qu'ils font du théâtre en jouant avec cette communication. Mais si je reviens longuement là-dessus, c'est parce qu'il y a une révolution qui est énorme et qui va se préfigurer, qui a déjà été annoncée par Xavier Niel, c'est la fin des box. Justement, je voulais évoquer ça, puisque la façon dont vous en parlez, moi je me demande dans quelle mesure le triple play et ses box n'a pas finalement coûté cher au potentiel service basé sur le net et pas basé sur un contrat particulier avec l'opérateur pour diffuser telle chaîne de télé. Alors ça coûte très cher à tout point de vue. Ça coûtait cher parce que ça nous coûte cher actuellement parce que comme on a été très en avance, on reste accroché à ce modèle et tous les clients ne prennent pas par exemple certains services d'opérateurs locaux parce qu'ils n'ont pas de triple play, ils n'ont pas la télé, donc c'est un frein. Mais en plus, ça a coûté très très cher sur les opérateurs eux-mêmes. Quand on voit, je vous ai dit le 9 € du dégroupage, si je vous dis qu'on peut arriver à couvrir tout le territoire et à louer la fibre pour moins cher que 9 €, donc ça c'est une certitude, mais on n'est que sur la couche infrastructure. Et 9 € par rapport à votre facture, il y a quand même une marge de plus de 30 €. Donc 80% des coûts se trouvent quasiment sur l'infrastructure et l'équipement de bas niveau. Et dans la facture, c'est qu'un quart. Donc dans le reste, il y a énormément de choses qui coûtent très très cher et qui, à mon avis, mettent tous ces acteurs en danger. C'est pour ça aussi qu'ils traînent pour se mettre en ordre de bataille. C'est que notamment la box en France, c'est un gouffre financier. C'est une spécificité franco-française. Du coup, c'est des développements spécifiques pour un faible marché. Avec, si vous avez un acteur qui décidait plutôt d'avoir des coûts opérationnels plutôt que des coûts d'investissement comme Orange, vous vous retrouvez avec des versions de box très très différentes. Donc à faire migrer, c'est coûteux. Quand vous voulez introduire un nouveau service, il faut qu'il soit compatible avec une trentaine d'équipements. Free a un peu moins le problème parce qu'ils ont moins de box dans le commerce, mais globalement, cette box-là, je ne donnerai pas de chiffres, mais ça représente plusieurs euros. C'est même énorme, que ce soit en coût d'investissement ou en coût opérationnel. Face à ça, vous allez vous retrouver avec de la fibre optique, avec des équipements activés, c'est ça que je pressens, avec des équipements banalisés d'ingénierie et de choix mondiaux, un switch Ethernet chez vous, avec l'intelligence qui peut remonter dans les équipements, dans les réseaux. Si vous faites ça, le modèle en box actuel des gros opérateurs ont beaucoup de soucis à se faire, parce qu'il va être beaucoup moins coûteux, et vous allez pouvoir accéder à tous les services indépendamment de votre fournisseur. Vous pouvez accéder à la voix ou l'Internet d'un fournisseur, la télé de deux fournisseurs différents. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais avec le modèle notamment qu'on dit service activé. Et les chaînes de télé freinent des cas de fer pour fournir de la télé à tous les petits opérateurs notamment. Oui, mais à la rigueur, c'est d'autres acteurs qui vont, comme Netflix ou d'autres, qui vont passer. Et ceux qui freinent vont se retrouver, ah bah oui, mais j'ai freiné, mais ils sont tous partis sans moi, quoi. C'est exactement ça qui peut se profiler. Donc si vous êtes un opérateur établi, qui a établi tout son modèle sur les box, que ce soit Orange, SFR, Free, ils sont tous pareils, et que des acteurs nouveaux peuvent arriver,
Moi, j'ai un peu, me suis amusé à titiller sur Twitter sur le sujet de l'arrivée de Google. Mais quand j'étais à l'ARCEP en 2009, alors c'est juste ça s'appelle un épouvantail. Mais quand on a fait la régulation en 2010, je ne l'ai pas détaillé, mais on a fait quelque chose qui est un potentiel de concurrence extraordinaire et qui n'a pas encore été jugé à son plus haut potentiel, notamment sur l'impact concurrentiel, business model. C'est ce qu'on a inventé en France, c'est une spécificité qui ça n'existe pas, je crois, ailleurs en Europe, c'est le co-investissement. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a investi dans un réseau, il a l'obligation de le vendre à tout opérateur par morceau, c'est-à-dire par 5%, des droits d'accès. Vous avez le droit d'accéder à 5% des clients de la plaque pour 20 ou 30 ans. Et ça, à tout moment. C'est-à-dire un opérateur qui arriverait dans 2 ou 3 ans, il peut dire, vous avez l'obligation de me faire une offre pour accéder à 5 ou 10%. Ça veut dire que le marché, même l'infrastructure, il est ouvert en permanence. Un nouvel acteur peut pénétrer le marché avec seulement 5 ou 10%. Et là, pour rebondir un petit peu au niveau modèle économique, là, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, si vous êtes un acteur qui a acheté 5 ou 10%, alors que vous avez déjà 5 ou 10% de clients sûrs, imaginez une collectivité, ce que je leur dis, vous avez tous vos services publics. Vous-même, vous achetez 5% des fibres, même y compris d'Orange dans votre zone très dense, vous achetez 5% des fibres. Plutôt que de louer à Orange ou autre pour raccorder vos services publics qui vous coûtent une fortune en location, vous investissez sur 5% de la fibre, vous migrez tous vos clients, ce 5% de fibre, il est rempli dans l'année, parce que vous avez migré tous vos clients captifs. Vous regardez ça au niveau business, même si ça coûtait 1 500 € à la prise, vous avez un business extrêmement rentable, puisque vous avez accédé qu'à 5 ou 10% et que vous l'avez rempli tout de suite. Un Google pourrait très bien dire, Free m'embête, ils m'embêtent tous, je viens sur un POP régional et je délivre mes services sur les réseaux activés proposés par un acteur local ou un opérateur local, et je court-circuite Free, je court-circuite Orange, parce qu'est-ce qu'ils apportent comme service? Moi, Google apporte déjà du mail, il va apporter sa télé, il peut apporter son téléphone. La surveillance aussi. Oui, sa surveillance, ça c'est. Je ne suis pas sur des biolotis avec d'autres, mais bon. Mais globalement, on a ce potentiel-là de bousculer les marges, les frontières, de passer de ce modèle vertical à un modèle horizontal et contourner tout le monde, qui est inscrit dès la régulation de 2010. Et ça aussi explique pourquoi les opérateurs, ils attendent d'avoir quasiment tué toute la concurrence, bien blindé tout, pour éviter qu'ils soient pris de vitesse, quoi. Alors justement, ça tombe bien parce que je voulais passer à la suite et qu'on parlait des différents acteurs autour de la fibre, ceux qui allument, ceux qui font le service, etc. Je te trouvais très optimiste sur les réseaux d'initiative publique. Il y a un petit acteur que tu n'as pas nommé dans l'histoire, c'est le délégataire, c'est-à-dire celui qui, quand il y a un réseau créé par une collectivité, la collectivité délègue la gestion de ce réseau à une société qu'on appelle le délégataire de service public. Et comment dire, voilà, ils sont particuliers, pour le moins dire et pour rester poli. Les délégataires. Oui. C'est-à-dire que, pour dire les choses plus franchement, on n'arrive pas à contracter avec eux en tant que petit, typiquement associatif à la FD2N, mais même en tant que gros, je connais plusieurs sociétés qui essayent tant bien que mal de rentrer en collaboration avec des délégataires, et quand ils y arrivent, c'est avec des années presque avec des menaces de procès envers la collectivité, etc. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, et ça freine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi d'ailleurs ? Alors, il y a plusieurs raisons. Donc là, ce que parle Benjamin, c'est des acteurs qui sont, comme l'a dit, délégataires de la collectivité. La collectivité a décidé parce que le marché... Pardon de t'interrompre. Vas-y. Là encore, je voulais juste faire une toute petite parenthèse, une réflexion qui se situe dans le temps, en fait. Tu as parfaitement raison sur ce que tu dis. Sur ton analyse, sur le passé, constat. Oui. Le petit souci, c'est qu'en fait, l'échelle de temps dans laquelle on se situe fait que cette situation de blocage est encore ici aussi la même. C'est-à-dire que ce n'est pas ni par idéalisme, parce qu'en fait, rappelle-toi, il y a 25 ans, je crois me rappeler, Stéphane, tu t'en rappelles encore mieux que moi, ça ne devait jamais exister tout ça. On nous disait qu'Internet, c'était nul, ça n'avait aucun avenir. Je ne citerai pas les noms, mais je les ai. Et voilà, on est ensemble ici ce soir en 2013, on discute de tout ça, on parle de fibre optique, d'interconnecter la planète pour de vrai.
de problèmes dans les territoires, parce que maintenant on rentre dans le dur du sujet quand même un petit peu. Et là, on est encore dans cette courbe qu'a décrite Joël. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à insister, continuer tous les jours, mètre par mètre, centimètre par centimètre, milliseconde par milliseconde, et ne rien lâcher. Parce qu'on a raison. De toute façon, l'histoire, enfin, c'est une non-question. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, mécaniquement, ça pose un problème, effectivement. Il n'est pas dit que d'ici 3 à 5 ans, ce ne soit pas un verrou qui saute, voire même que les acteurs qui, pour des raisons actuelles, temporelles, bloquent, ne soient pas amenés à devoir composer avec ce changement. Voilà. Tu vas peut-être me traiter d'optimiste, mais il me semble que c'est justement le slide de résumé sur cette courbe du changement qui intervient ici dans les territoires, sachant qu'en plus, là où moi ça me rend particulièrement un petit peu triste dans cette histoire, c'est qu'en plus, il y a du travail pour tout le monde. Et j'ai cru comprendre que c'était un tout petit peu un sujet d'actualité, hein, et qu'on serait bien inspiré de s'y attacher. Voilà. Alors juste pour continuer sur ce que dit Yvan, c'est que globalement il y a du travail pour tout le monde. Ça a aussi été simulé il y a plus de 2-3 ans, ce qui est assez amusant, parce qu'on l'a simulé pour un organisme associatif qui fait de la formation qui s'appelle Novea. Ils fournissent ces documents, donc on avait simulé qu'il fallait de 10 à 15 000 personnes juste pour le déploiement du réseau. C'est peut-être pas extraordinaire, mais ce qui est plutôt important, c'est les chiffres qui ont été mis derrière sur tout ce que ça allait générer comme dynamisme, comme nouveaux services, nouveaux acteurs. Et c'est non délocalisable pour une grande partie. Donc ça, c'est un point important. Sur les opérateurs alternatifs, il faut aussi comprendre qu'ils sont mis sur un créneau très très particulier. Ceux qu'on connaît actuellement, les Axion, les Altitudes, les Covage, un peu plus récemment Tutor, ils sont lancés ce qu'on appelle des RIP de première génération, des réseaux d'initiative publique de première génération. Et ils faisaient ce que personne ne voulait faire, y compris quasiment Orange, ou plutôt les autres opérateurs comme Free, Neuf ou Bouygues à l'époque, c'est-à-dire aller dégrouper des petits DSLAM, faire des réseaux de collecte quand France Télécom n'avait pas sa fibre. Et quand on regarde le modèle, et le pire, c'est pas le pire, parce que c'est très bien qu'il ait fait, ils apportaient du Wi-Fi ou du WiMAX, et certaines, notamment associations FDN, le font encore, mais c'est un business plan très très court terme. C'est-à-dire c'est rentable pendant 3 ans, 5 ans. Dès qu'Orange déploie par exemple, supprime un multiplexeur, tous les clients ils vont sur le site d'Orange et ils quittent l'association ou l'opérateur. Ah, ça crée le besoin, c'est nécessaire, mais ce que je veux dire c'est que le problème n'était pas sur la nécessité. Moi j'étais un des premiers à dire que quand on a lancé le plan NRAZO, on l'a fait en lançant une offre paxeur Wi-Fi et surtout une offre satellite en parallèle. Le but étant 100% de couverture où que vous soyez. Donc ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce qui est grave, c'est que ces délégations de services publics se faisaient sur des échéances de 20 ans, 25 ans. Donc on s'engageait, notamment avec des courbes de pénétration d'investissement, notamment le délégataire, sur un marché de durée de vie de quelques années. Donc sur ces RIP V1, ce qu'on appelle les réseaux d'initiative publique V1, beaucoup ont souffert, continuent à souffrir, et il faut qu'ils passent, et là je pense qu'on est sur la courbe, ils sont tous positionnés sur les RIP de nouvelle génération, sur l'infrastructure et les offres de gros. Et là, on n'est plus du tout au même niveau. On passe de quelque chose où on est en concurrence frontale avec ce que décide par exemple Orange de faire, à un réseau qui se retrouve en monopole, incontournable. Et là, sur 20 ans, comme c'est de l'infrastructure, c'est tout à fait intéressant. Donc en fait, c'est ces RIP de première génération qui étaient très très utiles, mais qui avaient un business très très difficile à rentabiliser par rapport à l'échéance de 20 ans de la concession. Globalement, c'est peut-être un peu tôt. Et puis globalement, on ne peut pas poser de la fibre en concurrence d'autres, parce que ça coûte. Il faut plutôt s'inscrire avec les acteurs, et notamment avec la collectivité. Mais le marché est libre, et ce que je suis surpris, c'est que personne n'ait osé concurrencer les opérateurs pour la construction et la réponse à des appels d'offres de collectivité. Pour déployer un réseau en fibre, si vous êtes un Bouygues Immobilier, vous n'êtes pas vous êtes un Bouygues Télécom, mais un Bouygues Immobilier, un Vinci, un Eiffage, vous n'avez même pas vous allez l'exploiter dessus si ce n'est pas ça que vous voulez faire. Mais rien que déployer l'infrastructure, c'est un métier que vous avez l'habitude de faire, de négocier avec des collectivités, de creuser la tranchée. Donc vous pourriez faire un métier rentable dont vous avez toutes les compétences
pouvez former effectivement quelques techniciens au besoin sur la fibre, ben, vous devriez plutôt inciter à ce qu'il y ait des équipements faciles à installer. Donc ces acteurs-là, qui ont l'habitude des concessions à 20 ou 30 ans, devraient se bousculer. Mais pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. C'est ça qui est surprenant. Après, comme je l'ai un peu dit, il peut y avoir des petits acteurs, des associations. Une fois que la technologie est stabilisée, qu'on trouve les produits presque le roi Merlin du coin, mais surtout qu'on a une garantie que le réseau déployé, il peut s'intégrer dans un vaste ensemble. Rien n'empêche un Canet de faire une partie. Et là, je n'ai pas eu le temps, mais c'est la vraie révolution. Ça contredit un peu ce que disait Fleur Pellerin, mais ça rebondit sur ce que disait Silicani, parce qu'ils ne regardent pas au même niveau. Si vous regardez les couches, l'infrastructure, on peut très bien déployer au niveau d'une commune ou d'un département, une communauté de communes. Si on a une certitude qu'on s'inscrit dans un plan d'ensemble et que notre fibre va pouvoir se raccorder et être collectée. Si on fait ça, il n'y a pas vraiment d'effet d'échelle sur un réseau d'infrastructure fibre. Donc on peut trouver un investissement rentable à tous les niveaux. Par contre, vous êtes un opérateur de service au top, et c'est là où Orange, SFR, Free ou autres ont des inquiétudes à avoir, c'est que c'est un coût fixe de développement d'usage, et il faut l'amortir sur le maximum de clients. Et c'est là où des GAFA, notamment, ont un pouvoir énorme. Donc, pour être un GAFA, il faut effectivement se consolider au niveau européen, voire mondial, être un acteur monopolistique. Mais il n'y a pas beaucoup d'exemples de services qu'on a déployés en Europe. Par contre, au niveau infrastructure, l'échelle départementale, voire infradépartementale, si c'est bien programmé dans un plan d'ensemble, est tout à fait viable et supportable et faisable en parallèle par différents acteurs, y compris des canettes ou des associations. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir des idées de comparaison internationale? Parce que si j'en crois Jean-Michel Planche, ce qui fait que justement le marché en France reste assez limité, c'est parce que les prix sont bas. Est-ce qu'on a une idée de combien coûte l'accès à la DSL dans d'autres pays, par exemple, pour voir si vraiment on est si bon marché que ça? Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête, alors que j'aurais dû les avoir, mais j'oublie très très vite. Mais j'ai malgré tout la comparaison avec les États-Unis. Les États-Unis ont fait ce que veut l'Europe actuellement, c'est la consolidation avec très peu d'acteurs. Mais ce qu'a dit Jean-Ludovic Silicani jeudi dernier, c'est que ça a détruit 500 000 emplois. Et les accès au débit ou très haut débit coûtent plus de 100 euros d'abonnement par mois, qui vont de 100 euros, de 100 à 200 euros. Certes, mais je pense que c'est presque un faux argument le territoire. La France est un des territoires les plus difficiles à couvrir d'Europe. On a énormément de disparités, comme j'ai montré la courbe. Couvrir 100% du territoire, effectivement, ils ont la ruralité, mais je pense que globalement, ils sont plus concentrés que nous aux États-Unis. On est dispersés sur tout le territoire. Et je ne pense pas qu'ils aient fait, paradoxalement, là il faudrait que je vérifie mes chiffres, je ne pense pas qu'ils aient fait 100% de couverture ADSL aux États-Unis. Alors effectivement, d'après des amis que j'ai, dès qu'on est dans la banlieue de Washington, un peu loin, on n'a quasiment plus rien. Hein. Ça coûte effectivement plus de 100 euros. Je n'ai pas bien compris l'origine des 500 000 emplois détruits. Non, c'était pas une polémique, mais il y a des petites batailles au niveau européen sur... C'est lié à notre industrie qui est partie un petit peu en lambeaux. On a vu que Nokia s'est vendu en partie à Microsoft, qu'il y a des acteurs qui ont des difficultés, notamment Alcatel. Donc il y a eu toute une polémique en disant il y a une concurrence énorme en Europe. Il y a des opérateurs qui ont rebondi en disant vous vous rendez pas compte, il y a 100 opérateurs en Europe, on a privilégié la concurrence. Du coup, les opérateurs ne peuvent pas investir, ils sont obligés de faire la pression sur les prix de nos industriels, puis on a détruit les industriels. Et là, il y a eu Silicani qui a dit non, c'est pas la concurrence qui détruit les industriels et qui détruit les emplois. Regardez aux États-Unis, il n'y a que 2 ou 3 gros opérateurs, et malgré tout, ils ont détruit 500 000 emplois. En France, même s'il y a eu des moments difficiles avec l'arrivée de Free, par exemple, sur la 3G, globalement, on a beaucoup moins détruit d'emplois sur le numérique que les États-Unis. Et malgré qu'on ait détruit beaucoup moins d'emplois, c'est-à-dire qu'on a mieux préservé notamment notre industrie qu'aux États-Unis, où nos acteurs, et on a des tarifs qui sont 2 à 3 fois moins chers qu'aux États-Unis. Et actuellement, on a des tarifs effectivement un des plus bas au monde. Mais c'est à relativiser. Vous allez par exemple dans le nord de l'Europe, vous avez des collectivités dès les années 94 qui ont déployé la fibre noire, par exemple autour de Stockholm. Et l'accès à la fibre noire, ça coûte 10 à 15 euros. Je n'ai plus le chiffre exact par mois. Donc ça revient à la réalité des prix.
Donc c'est faux de dire, c'est ma conviction personnelle, que les prix sont trop bas en France. C'est pour ça que je vous ai montré plusieurs courbes. On a eu ces prix bas et on a eu le développement depuis 12 ans, 13 ans de nouveaux opérateurs. Ils existaient quasiment, aucun n'existait il y a 13 ans. Le chiffre d'affaires d'Orange a quand même augmenté. Le chiffre d'affaires, il y a eu du Free, il y a eu du SFR, il y a eu du Bouygues, il y a eu des services nouveaux, il y a eu des acteurs nouveaux qui sont créés. Donc globalement, c'est grâce à la concurrence et grâce à plusieurs acteurs. Si on va jusqu'à des opérateurs intégrés en Europe, qui intègrent toute la chaîne et qu'on n'a plus que 2 ou 3, il n'y aura plus de concurrence, il n'y aura plus d'innovation, les tarifs vont exploser, mais il y aura beaucoup moins de services aux clients. Et globalement, on va le perdre en choix consommateur d'argent, avec une mauvaise optimisation. Donc, tout ça pour conclure, plus simplement, il n'y a que la concurrence qui permet d'innover et de faire bouger les acteurs. Et alors avec des systèmes horizontaux, comme vous avez montré tout à l'heure, c'est-à-dire on cesse d'avoir une intégration verticale et on a plus des fournisseurs de fibres noires, des fournisseurs d'accès, etc. Est-ce que ce ne serait pas une solution plus élégante? Ça serait une solution plus élégante. Je pense même que ça va arriver. C'est le sens de l'histoire. Globalement, on a toujours connu, même quand il y a eu l'époque de la régulation, on s'appelle on régule par couche. On régule l'accès physique, on régule l'accès activé, on régule l'accès au niveau service. C'est parce qu'on est parti d'un opérateur qui était monopolistique, qui faisait tout, qu'on est passé par toutes ces étapes. Mais comme j'ai pu vous le présenter, notamment sur les investissements, c'est des métiers fondamentalement différents. Et si on ne peut pas avoir un opérateur qui va se retrouver intégré verticalement, y compris la couche service, en concurrence avec d'autres, il va avoir toujours tendance à brider, à freiner, à faire des entorses à la neutralité d'Internet. Donc s'il peut, s'il est soutenu, ça va l'arriver. Mais comme je vous l'ai dit, en France, avec la régulation et les collectivités, il va y avoir des acteurs qui vont pouvoir passer à côté. Donc même s'il y a des opérateurs qui restent intégrés verticalement, mais que d'autres vont passer à côté, ils vont s'engouffrer, d'autres plus nombreux vont passer à côté, vont profiter des acteurs qui proposent des services horizontaux. Et à mon avis, petit à petit, ça va peut-être prendre plusieurs années, voire 5 à 10 ans, mais les acteurs intégrés verticalement vont devoir se restructurer, voire même, il n'y a pas besoin de découpe de s'appelle séparation fonctionnelle ou structurelle, mais à avoir des financiers, des marketeurs à chaque niveau, à chaque couche, complètement indépendants en interne pour avoir des bons choix. Ou des mauvais. Mais comme je vous l'ai dit, pour aller voir des financiers, je vais essayer de vous le montrer sur les courbes. Si vous étiez opérateur de service et que vous allez voir des financiers en disant, voilà, sur la fibre, je vais avoir tant de pénétration, et qu'ils savent qu'il peut être concurrencé et perdre ses clients du jour au lendemain, je vous donne un exemple. Imaginez que Bouygues décide, il a annoncé il y a 1 an, il n'a pas encore fait, d'aller en activer sur tous les réseaux d'initiative publique. C'est-à-dire se connecter sur un point régional ou un point départemental avec ces modèles en couche sur tous les réseaux d'initiative publique. Ils vont faire quasiment presque les 2/3 des lignes, au moins les 2/3 du coup, les 20 milliards sur les 30 milliards. Si vous faites ça, vous êtes un opérateur Bouygues, vous n'avez rien à perdre parce que vous avez très peu de parts de marché sur le haut débit. Vous risquez que de prendre des clients à ceux qui ne sont pas venus sur cette zone, notamment à Orange ou à SFR ou à Free, qui restent sur le cuivre. Donc si vous faites ça, on va tout de suite, Bouygues est venu, ça marche, le business est rentable, il prend rapidement des clients. Vous êtes Orange, SFR et Bouygues, c'est ce que je présentais notamment à Valence. Ils se disent, si je ne bouge pas, je perds des clients. Et mon concurrent reprend du poil de la bête. Il n'a même pas besoin d'investir. Il vient en tarif de location à moins de 9 € sur un tarif d'une offre de l'opérateur horizontal. Donc c'est que de la location, il n'a pas besoin d'aller voir ses financiers. Il peut prendre des clients à Orange, SFR ou Free sans aller voir ses financiers. Et c'est du marché nouveau. Il n'y a pas de rente à préserver sur le haut débit. Si vous faites ça, Orange, SFR et Free, ils vont dire, on va voir leurs financiers en interne, ils vont se dire, si je ne bouge pas, si je ne vais pas sur le réseau de la collectivité, je perds des clients. C'est un peu comme en 2004, quand je vous ai présenté l'état de France Télécom, je perds des clients et c'est pas bon. Du coup, il faudra que j'explique pourquoi mon dividende est moins bon et ainsi de suite. Et en plus subtilement, mais là, ça nous mènerait trop loin, si la collectivité locale fait des offres de co-investissement intelligentes, du style,
Si vous venez tout de suite, ça vous coûte moins cher que si vous venez dans 2 ou 3 ans. Ces acteurs-là, Orange, SFR Free, vont aller voir leurs décideurs en disant « Si je ne viens pas tout de suite acheter la fibre de la collectivité, je vais perdre des clients, je vais perdre du chiffre d'affaires, et quand il faudra bouger pour ne pas mourir, aller sur la fibre, je paierai 10 ou 20% plus cher que mon concurrent l'accès à cette fibre. » Et ça, ad vitam aeternam, il mettra dans ses comptes que cet investissement lui a coûté 10 à 20% plus cher. C'est une guerre de prix, il est mort. Donc si on est vraiment optimiste, et si les opérateurs sont censés, dès qu'il y a une collectivité qui fait ce genre d'offre moins cher que le cuivre, qu'un opérateur comme Bouygues, plus ou moins gros, il peut avoir du numérique, il peut avoir du Bouygues ou des petits, se disent c'est intéressant, j'y vais sur la fibre, qu'on voit que le système commence à prendre et faire du mal à Orange, SFR et Free, notamment si la collectivité va dans les endroits où il y a tellement d'attentes que 50% des clients migrent, ça va faire bouger aussi les gros. Et du coup, ils vont être obligés de louer ou de passer par ces opérateurs en couche et donc de quitter leur position intégrée verticalement. Mais c'est un peu optimiste, mais c'est ça qu'on essaye de mettre en œuvre, et notamment la régulation le permet. Et les collectivités ont un fort rôle à jouer pour enclencher cette dynamique de passer à l'horizontale. Et si je vais encore plus loin, si on se projette dans 5 ou 10 ans et qu'il y a tous ces services dans la cité, comment voulez-vous rendre ces services-là avec un opérateur intégré verticalement? Imaginez que vous vouliez récupérer ou surveiller vos lampadaires et qu'il faut passer un contrat avec Orange, avec le trafic de votre lampadaire qui passe par Paris pour redescendre. Et puis en plus, il faudra vous... Alors ça, c'est si vous êtes juste sur la collectivité, vous pouvez passer un contrat avec une seule opérateur. Imaginez que vous voulez un service de e-santé et que le service de santé, la collectivité ou un département doit s'interfacer avec une dizaine de FAI différents suivant son client. Si on est comme ça avec des silos, passer dans les couches très très hautes avec des problèmes de sécurité, ça va être une galère. Si on est par contre sur un réseau horizontal avec infrastructure services activés et notamment livraison locale, développer ces services locaux devient très très facile. C'est pour ça aussi que naturellement, avec le développement de ces services, ces silos intégrés verticalement remontés jusqu'à la couche IP et au-dessus, à mon avis, on restera peut-être à la couche Ethernet au niveau local, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Yvan? Juste un petit commentaire pour peut-être une autre session, un sujet qui est cher à pas mal de personnes ici, puisqu'on a parlé donc des infrastructures, du réseau, du déploiement, des possibilités techniques, de l'historique, de l'échelle de temps, qui est plus longue que celle parfois de nos propres vies sur Terre. Et dans toute cette histoire de réseau, il y a un élément qui est quand même relativement prépondérant, puisqu'on parlait de concurrence ou de monopole. Et vous citiez tout à l'heure Jean-Michel, qui va d'ailleurs nous faire plaisir, puisqu'il va bientôt arriver sur Paris, il arrive de New York dans quelques jours. Il y a la question de la neutralité. Voilà, c'est pour ça que je te faisais un petit signe tout à l'heure, parce que la neutralité des réseaux est un sujet qui, j'espère, fera l'objet d'une conférence dédiée, il était une fois à Internet. Parce que la neutralité des réseaux, sans rentrer dans de grandes polémiques, c'est aussi la neutralité des usages. Et je ne sais pas si dans un laps de temps assez court, d'ici 5, 10, 15 à 20 ans, ce qui historiquement est très très court, on aura la possibilité de pouvoir décider de nos usages, voire même de travailler, autrement qu'en fonction d'un périmètre qui sera défini par un opérateur, quel qu'il soit. Moi, je me fiche qu'il s'appelle Orange, Free, SFR, Bouygues, ce qu'il veut. Mais si à un moment donné, puisque la société se numérise de plus en plus, toutes les couches de la société, et tous les métiers, peu ou prou, alors certains contraints aussi, puisque certains accès à des services ne vont bientôt plus se faire que de manière numérique et non plus physique, ce qui pose un problème à certaines catégories de personnes. Si à un moment donné, les usages ne sont plus que les usages autorisés ou possibles par, c'est aussi peut-être une question qu'il faudrait qu'on se pose en termes de modèle de société. Donc la neutralité de l'Internet, des réseaux, des tuyaux, de mon point de vue en tout cas, j'ai pu me tromper,
n'est pas un sujet de polémique tel qu'il est caricaturé. C'est un sujet à la fois extrêmement simple et un sujet qui mérite d'être débattu en société, parce que comme tout se numérise, quelque part, peut-être que ce sera nos descendants proches, hein, nos enfants, là tout de suite, ou les plus jeunes que nous, vont avoir à être en mesure de choisir ce qu'ils pourront faire ou ne pas faire. Et c'est ça, peut-être l'un des sujets cœurs de la neutralité des réseaux, neutralité de l'Internet, neutralité des tuyaux. Tout à fait, Yvan. Et je ne sais pas si c'est le mot de la fin, j'espère pas qu'il y aura encore d'autres, j'espère qu'il y a d'autres questions, mais la neutralité, là aussi, ça rejoint la remarque précédente sur les couches. Il faut garantir que chaque niveau soit ouvert, neutre. Ça devrait quasiment être écrit dans les tables de la loi. Et une manière de se l'assurer, c'est notamment d'avoir des sorties locales dans les ingénieries, d'avoir même quand on est une collectivité locale, imposer à son prestataire, quel qu'il soit, qu'il y ait ces sorties locales à un niveau très très bas, avec des flux sécurisés pour justement se garantir que ces flux-là, ils ne passent pas, je ne sais pas où, par je ne sais pas quel serveur, de chez quel pays. Donc ça rejoint aussi, par une autre approche, cette neutralité, cette ouverture. C'est pour ça aussi que les offres activées dans notre pays, on appelle ça open access. On a dit activer pour l'analogie, restez pas passif, passez activé, activez vos offres. Mais l'idée, c'est un réseau et des offres ouvertes, neutres, à tous les niveaux, et notamment au niveau local, pour assurer la sécurisation et la confidentialité des flux. Donc aussi notamment et pouvoir éviter les entorses à la neutralité qui pourrait être qu'un opérateur intégré pourrait être tenté de faire pour privilégier ses propres fournisseurs de services. Et donc là aussi, si on veut vraiment, on croit vraiment à la nette neutralité, et si on est en tant que, c'était une conclusion aussi que j'avais mise, si on voulait en tant que chaque citoyen peut œuvrer et agir pour l'obtenir, cet âge des Lumières, cet âge meilleur, ça pousse aussi à négocier auprès de vos élus en disant si vous faites un réseau d'initiative publique, faites-le avec des obligations d'ouverture, que l'opérateur délégataire soit obligé de faire des offres de bas niveau, sécurisées à tous les niveaux de l'échelle géographique, notamment pour pouvoir, si on veut garantir la neutralité, pouvoir le faire dans le futur. Ne pas être pieds et poings liés à des acteurs dont on ne sait pas qui sont les actionnaires et qui sont les décideurs.